Le sujet était si riche qu'il nous a semblé intéressant d'intervenir à trois, et puis surtout l'intensité de la réflexion était si grande que nous n'avons pas eu le temps de faire de photos, contrairement aux autres tables rondes. Donc je passerai en seconde slide, donc si vous le voulez bien, la liste des participants, merci. Voilà la liste des participants, et je remercie tous, et vous voyez qu'Isabelle Adenau, de l'HAS, avait participé à cette présentation, elle était très assidue, et donc elle pourra faire le prolongement dans son intervention successive. Juste un élément qui me semble intéressant, c'est de recadrer IA dans sa définition comme une rengaine, et je l'ai retrouvé à travers toutes les présentations précédentes. La notion de donnée revient de manière quasi obsessionnelle. La donnée, c'est ce à quoi on s'est attaché dans notre table ronde. La donnée n'est qu'un élément, une brique brute, et en fait, c'est tout l'encadrement et toute la façon dont elle va être utilisée, à la fois sur le plan technique, sur le plan juridique et autres, qui lui donne sa véritable valeur. Donc je ne m'éternise pas sur la façon dont tous, de manière obsessionnelle, nous tournons autour de la notion d'IA avec l'aspect un peu irrationnel que nous pouvons trouver. Les références cinématographiques parlent d'elles-mêmes. Nous nous sommes tenus, avec Isaac, François-Henri et l'ensemble des participants, à lui donner un cadre très fonctionnel, à savoir que de notre point de vue, l'IA est une technologie d'analyse, avec effectivement l'utilisation de la donnée associée aux connaissances, et cet aspect, et François-Henri est intervenu, pourra en parler de manière plus détaillée, afin de comprendre des règles qui sont complexes et abstraites. Le deuxième élément, c'était aussi un apport d'Isaac, c'était véritablement comprendre la différence entre l'algorithme classique, qu'on connaît de tous et qu'on utilise depuis très longtemps, et puis l'algorithme d'IA, avec cette notion d'auto-apprentissage, donc d'amélioration par la pratique et d'adaptabilité. Le titre de notre table ronde était très long, je n'y reviens pas. Ce que nous avons voulu montrer, c'est que, certes, sur la démarche qui va de l'innovation, de l'invention, devrais-je dire, jusqu'aux soins, avec la notion d'innovation, il y a une démarche d'utilisation de l'IA qui part de la recherche clinique. C'est le volet que présentera François-Henri Boissel, avec une dimension qui était particulière. Mais cette dimension en recherche clinique dépend, pour son utilisation et son optimisation, eh bien, de la façon dont elle s'intègre dans le cadre général d'établissements de santé et autres. Et c'est la partie sur laquelle reviendra Isaac, avec tout cet aspect d'impact sur la qualité des soins et de la pratique médicale. Je laisse la parole à François-Henri sur l'aspect purement recherche clinique. Merci Vincent, bonjour à tous. Alors, commençons par le contexte. Les participants se sont fort logiquement posé la question en commençant les travaux de la table ronde du pourquoi cette émergence d'approches analytiques innovantes, en particulier d'intelligence artificielle appliquée au support et à l'optimisation de la recherche et développement de nouvelles thérapies. Alors, il y a au moins deux raisons à cette émergence, somme toute assez récente. La première raison, c'est la complexité croissante du champ, qui est une fonction de l'explosion à la fois des connaissances et des données disponibles, ce qui rend l'effort de synthèse avec les approches traditionnelles et les outils dont on disposait jusqu'à présent difficile. On a donc franchi un seuil en matière de gestion de complexité qui suppose assez logiquement l'utilisation ou le recours à des méthodes formelles qui permettent de représenter un système biologique dans toute la complexité qu'on lui connaît à présent. Il y a aussi une forme d'évidence, c'est-à-dire que le paradigme de recherche et développement de nouvelles thérapies, et ça je pense qu'il y a vraiment consensus sur le sujet, est en train de s'épuiser dans sa forme actuelle. On a besoin de l'enrichir et de les modifier avec ces approches analytiques puissantes. L'objectif étant bien entendu non pas de se substituer aux expérimentations conventionnelles in vitro et in vivo, mais plutôt d'utiliser ces approches in silico pour les renforcer, les potentialiser, améliorer par exemple le design des essais cliniques en faisant des explorations sur la base de modèles computationnels avant d'aller tester les différentes hypothèses sur l'humain. Alors, premier sujet, l'impératif de démonstration de la façon la plus tangible possible de la valeur apportée par ces nouvelles approches. On peut assez facilement avoir l'intuition de l'intérêt de ces approches, encore faut-il être en capacité de pouvoir démontrer et quantifier leur impact, essentiellement sur trois axes.
l'augmentation possible de la probabilité de succès, en particulier des essais cliniques, la réduction des coûts en valeur absolue et potentiellement aussi la compression du temps d'accès au marché. Alors c'est effectivement sur la base d'exemples les plus concrets possibles qu'on sera en mesure d'apporter une démonstration convaincante du bien fondé de ces approches, ou pas. L'avenir nous le dira, et j'espère dans un avenir assez proche, de sorte ensuite à créer les conditions pour que ce genre d'approche devienne de plus en plus standard et le recours à terme systématique. Donc, au titre des recommandations, les suggestions des participants de la table ronde sont les suivantes. Créer un entrepôt de use case, obtenir, alors dans la mesure de ce qu'il est possible de publier tout en respectant les impératifs bien légitimes de confidentialité des industriels, mais publier des cas d'utilisation en interne qui ont permis de démontrer le bien fondé de ces approches. Potentiellement des projets prototypiques à lancer supportés par la puissance publique et sans doute aussi une méthodologie d'évaluation de l'impact de l'IA qui soit connue et partagée par tous les intervenants de l'écosystème. Alors, sur la notion ensuite de diffusion et d'acceptabilité de ce genre d'approche, la condition nécessaire, certainement pas suffisante mais en tout cas nécessaire, c'est l'émergence d'un cadre réglementaire clair, préférablement harmonisé entre les différents continents, et on pense en particulier à la FDA et l'EMA, mais certainement aussi demain la CFDA, de sorte à ce que les règles du jeu soient connues de tous, bien établies et correctement réfléchies, et ce qui permettra alors, à la fois l'essor dans l'utilisation de ce genre d'approche et puis une forme de justification, puisque ces approches recevront implicitement l'imprimature des agences de réglementation. Alors, je fais un aparté le plus bref possible au sujet de la FDA, qui a pris un peu d'avance sur les autres. Il faut savoir que la FDA a reçu l'instruction de son législateur en mi-2017 pour promouvoir les approches in silico à l'optimisation des essais cliniques, en tout cas du design des essais cliniques. Et l'agence a, à ce titre, lancé mi-2018 un programme pilote intitulé MIDD, Model Informed Drug Development, dont l'objet est précisément d'inciter des industriels qui souhaitent mettre le in silico au centre d'un projet de développement à venir approcher l'agence pour bénéficier d'interactions rapprochées et privilégiées sur ce sujet, ce qui permet en retour à l'agence de développer un portefeuille de use case, et ce qui lui permettra, dans un second temps, d'établir les guidelines et les règles du jeu de demain. Donc les recommandations sont simples, harmonisation des bonnes pratiques et alors possiblement aussi la mise en place d'un organisme de notation des algorithmes d'intelligence artificielle au niveau européen. Troisième sujet qui est aussi un frein à l'adoption de ces approches analytiques, dans une large mesure, on associe intelligence artificielle et syndrome de la boîte noire. La difficile compréhension de ce que l'algorithme fait, ou en tout cas la façon dont il a été conçu, la façon dont il fonctionne. Alors là, il s'agit en fait de promouvoir des approches de modélisation hybrides qui vont mélanger des modélisations fondées sur des connaissances, des représentations mécanistes des systèmes biologiques d'intérêt, et qui sont typiquement, alors là, par opposition à l'IA appliquée uniquement sur des données brutes complètement en boîte blanche. Il est facile de diagnostiquer les connaissances qui sont allées dans la construction d'un algorithme et de complémenter ces approches mécanistes fondées sur les connaissances avec des approches plus pures IA fondées sur les données. Incidemment, je fais un commentaire sur l'utilisation d'algorithmes uniquement fondés sur des données brutes pour ce qui est de la prédiction d'efficacité de nouvelles thérapies avant, par exemple, leur première administration sur l'homme, en étant clair sur le fait que les prédictions sont toujours associées à une certaine quantité d'incertitudes, les modèles ne sont pas parfaits. On ne pourra pas obtenir des algorithmes prédictifs en utilisant uniquement des données, puisque vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, les données en biologie et en médecine sont extrêmement temps et contexte dépendantes. D'où l'intérêt de combiner des connaissances qui sont plus robustes et plus stables dans le temps avec des données brutes. Alors, je vais probablement passer rapidement sur celle-ci pour ensuite passer la parole à Isaac dans une diapo, puisqu'on a déjà évoqué le sujet de l'information des patients, en tout cas d'obtenir leur consentement au cours de au moins 2 des présentations précédentes.
La formation. Alors la formation, c'est un enjeu. On observe, en tout cas, il m'est arrivé de voir dans l'exercice de mes fonctions des mathématiciens appliqués, des informaticiens se regarder en chien de faïence avec des profils plus traditionnels, biologistes, cliniciens et chercheurs paillasses. Il faut absolument créer des passerelles. À partir du moment où on fait le constat que les sciences de l'ingénieur vont commencer à intégrer en force les approches plus conventionnelles du développement de nouvelles thérapies, les écoles d'ingé et les facs de médecine doivent trouver le moyen de créer des cursus conjoints pour développer les profils dont l'industrie aura besoin demain. Je suis cardiologue, président de la commission du système d'information du groupe hospitalier Saint-Louis-Lariboisière Fernand Vidal. Je vais essayer de vous montrer dans les 10 minutes qui me sont imparties que l'IA impacte déjà la qualité et la pratique médicale très rapidement, mais surtout qu'elle va la transformer dans des délais beaucoup plus courts qu'on ne le pense. Comme on vous l'a dit, schématiquement, nous sommes aujourd'hui au stade de l'IA faible ou de l'IA verticale, c'est-à-dire l'IA dont les applications répondent à une finalité qui a été prédéfinie. Et on va survoler un certain nombre d'exemples, je pense que vous les connaissez à peu près tous, dans le domaine de la radiologie, où l'algorithme d'IA devient plus performant que le radiologue pour lire les mammographies, par exemple, entre autres. Dans le domaine de la rétinopathie diabétique, dont les algorithmes aujourd'hui permettent un dépistage automatique de la rétinopathie diabétique qui peuvent probablement conduire à des dépistages massifs et automatisés de diffusion mondiale. Dans le domaine de la dermatologie, où des réseaux convolutionnels font de l'auto-apprentissage et arrivent déjà à détecter des lésions cancéreuses cutanées mieux que des dermatologues professionnels. Dans le domaine de la chirurgie, où les hôpitaux s'équipent de robots chirurgicaux de dernière génération dont la précision est stupéfiante. Dans le domaine de la génétique, on vous en a parlé, il est très probable que dans les années qui viennent, les 3 milliards d'informations du chromosome humain pourront être décodées pour des coûts extrêmement faibles. Partout. Il n'y a pas un domaine qui soit préservé. Jusqu'aux domaines les plus artisanaux, où on croyait que l'habileté était préservée et ne serait pas supplantée, tombe. Je prends l'exemple des salles d'orthodontie d'Invisalign qui se développent à toute vitesse, où vous avez des sondes qui prennent 3000 clichés. Les gigaoctets d'informations sont envoyés en Californie. Les algorithmes d'IA fabriquent des gouttières transparentes qui sont envoyées aux patients par Federal Express, aucune intervention humaine. Et ce n'est pas seulement les dispositifs professionnels. Les dispositifs grand public, on vous l'a dit, se multiplient. Je prends pour exemple la dernière version de l'iWatch, dont 400 000 patients dans l'université de Stanford ont montré que l'électrocardiogramme qu'enregistre l'iWatch permet de détecter la fibrillation auriculaire de façon plus performante que les cardiologues, avec les incidences que ça peut avoir en matière d'anticoagulants, comme vous le savez. On pensait que Apple était en avance sur tous ses concurrents, pas du tout. Une entreprise française, quelques mois plus tard, met en place un objet connecté de ce même type, 2 fois moins cher, dont la finalité est à peu près la même, probablement sous réserve d'expertise. Tout ça pour conclure, un point et 2 warnings très forts. Le premier point, c'est que rien ne va arrêter le déploiement de ces dispositifs qui intègrent une IA de plus en plus puissante, bien qu'étant faible. Par contre, 2 dangers qui nécessiteront des actions. Le premier, c'est que la validation médicale sera indispensable. Isabelle Adno va vous en parler plus en détail, mais il faut savoir que le biais d'information entraîne des distorsions de l'algorithme d'IA dont les conséquences peuvent être redoutables. Et plus encore, je pense, la médicalisation des dispositifs. Car pour évoluer vers une médecine personnalisée, il faudra que tous ces gigaoctets d'informations qui remontent soient mis en relation avec un dossier médical partagé, pour autant qu'il existe, dans les différents clouds qui doivent devenir convergents. Et ça, c'est la nécessité qui est aujourd'hui la plus criante, c'est
le prérequis des actions implique une organisation différente de la donnée médicale. En effet, l'IA forte, je ne parle pas de l'IA vraiment forte, nous en sommes encore loin de cette IA forte qui prend conscience de sa propre existence, et fort heureusement, nous n'en sommes pas prêts, ni technologiquement, ni culturellement. Mais l'IA qu'on peut appeler semi-forte, c'est-à-dire une IA qui fait des actions, qui exerce des actions dépassant le cadre d'un objectif prédéfini. C'est comme ça qu'on peut la définir. Elle dépasse ses propres objectifs initiaux. Elle s'appuie sur 3 composants, schématiquement. Des agents cognitifs virtuels intelligents, qui aujourd'hui ont des performances qui n'ont rien à voir avec des Siri ou avec des objets, avec des chatbots grand public, car ils reposent sur 2 autres composants, des composants de texte analytique, d'intelligence artificielle, à qui on peut... Des chatbots comme ça, par exemple, celui d'IPsoft, Amelia, qui fait ce genre de choses, agent de texte analytique comme celui de Earth Catalyst, on lui injecte 300 PDF, 3 secondes plus tard, il structure une information à partir d'une information non structurée et l'organise en conversationnel à travers le chatbot. Et les outils de deep learning. Les outils de deep learning, vous avez tous suivi les progrès fulgurants en matière de jeux d'échecs, jeux de Go, en matière de médecine. Ces outils permettront d'injecter les milliers de recommandations qui deviennent de plus en plus contraignantes et de plus en plus importantes, qu'aucun cerveau humain ne va pouvoir à terme mémoriser, et qui sont nécessaires pour pouvoir interpréter la data. Mais c'est justement là que se trouve le problème, car tous ces 3 composants ne peuvent vivre que par la donnée, et que par l'existence de la donnée. Or, c'est la donnée qui manque. Pourquoi la donnée manque ? Parce que, entre le dossier médical partagé, dont les ouvertures se sont multipliées depuis que ça a été pris en charge par l'assurance maladie, beaucoup d'ouvertures, mais des dossiers vides, ou à peu près vides, témoignant de l'incapacité de l'écosystème à les alimenter. Les groupements hospitaliers de territoire, qui sont des structures publiques, qui ne parlent qu'au public, et qui ne sont pas conçues d'ailleurs pour se parler entre elles, ça serait trop simple. Les ARS, qui essaient de mettre en place leur système d'information, comme TerrySanté et d'autres, de façon plus ou moins laborieuse, et on ne sait pas très bien comment elles rentrent en convergence avec tout ça. Et en plus, les établissements de santé, qui sont le plus souvent dotés de logiciels de gestion intégrés surannés, un peu obsolètes, qui ne sont pas conçus pour dématérialiser de façon structurée et interopérable l'information et la mettre à disposition de tous, eh bien tout le monde, que ce soit les patients, que ce soit les professionnels, ne comprennent rien à la manière dont tous ces dispositifs convergent et se demandent s'il y a un pilote dans l'avion. Mais la solution existe probablement et elle se trouve au niveau du territoire. Car c'est au niveau du territoire que se fait la coordination du soin. Car c'est l'humain qui permet la coordination. Mais à une condition, je dirais même à 2 conditions, que ces communautés professionnelles territoriales de santé qui sont annoncées par le plan de santé et qui vont se multiplier, soient dotées de plateformes numériques convergentes et interopérables et qu'elles prennent en charge la totalité des informations de l'écosystème de santé provenant des hôpitaux publics, des cliniques privées, des hôpitaux privés, des centres de santé, des EHPAD, des laboratoires de biologie, des laboratoires d'imagerie et de la médecine libérale. Tous acteurs qui ont une caractéristique commune, ils ne parlent pas le même langage. Il faut donc des outils de transcodage, qu'on appelle plateformes d'interopérabilité ou d'intermédiation, qui sont capables d'absorber ces langages hétérogènes et de les transformer, selon le cadre d'interopérabilité, en un seul langage. Et la ZIP Santé a probablement mis en place la plateforme, le cadre d'interopérabilité le plus évolué qui existe aujourd'hui, de manière à ce que toutes ces informations soient hébergées chez un abrégeur agréé et mises à disposition d'un portail de santé vers lequel convergent les services et vers lequel convergent les objets connectés. Et que tout ceci, bien entendu, soit convergent avec le national et avec le régional. De façon à ce que les médecins puissent avoir un portail territorial communicant et que les patients puissent, à travers le DMP, aboutir à l'ensemble de ces informations. Pour terminer sur ce point-là,
la force de ces portails territoriaux de CPTS, de communautés territoriales de santé, bâtis selon un cadre commun d'interopérabilité, c'est qu'ils se synchronisent nativement. C'est-à-dire que si vous êtes dans un portail comme celui que mon groupe hospitalier ouvre la semaine prochaine, car ces technologies existent en France et sont opérationnelles, quand vous êtes positionné, par exemple, sur notre portail Paris Nord, sur un patient qui est représenté par son identifiant unique, l'INSC-NIR, le numéro de sécurité sociale, eh bien, si d'autres plateformes territoriales obéissent au même cadre d'interopérabilité, eh bien, toutes ces données vont se synchroniser. Et elles vont se synchroniser non pas en transférant la donnée, mais en transférant les liens, car c'est une structure répartie, où c'est des liens qui circulent, ce qui donne d'ailleurs toute sa cohérence énergétique au système, car tout ceci consommerait, si c'est des transferts de données, énormément de ressources. Finalement, à terme, le croisement des données génétiques, cliniques, les données du big data, vont représenter quelque chose de l'ordre de 15, 20 téraoctets d'informations qu'un médecin devra analyser dans une consultation de 15 minutes. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle on va assister à des schémas de ce type-là, où vous avez un médecin qui reçoit un patient, il a 15 minutes pour le voir, il est relié à un portail vers lequel converge un dossier médical, des dispositifs connectés, une plateforme de service, et il ne pourra pas lui-même pouvoir regarder les 300, 400, 500 documents de ce dossier médical sans l'aide d'un agent cognitif qui lui-même pourra s'appuyer sur des outils de texte analytique pour décoder rapidement cette information, sur des outils de machine learning pour intégrer les recommandations et donner un certain nombre d'avis et de recommandations au médecin pour l'aider dans son exercice, et également au patient à son domicile et à l'aidant au domicile du patient. Finalement, les conclusions sont les suivantes. L'IA ne va pas remplacer, en tout cas pas dans un avenir prévisible, les médecins, mais ce qui est certain, c'est que les médecins qui n'intégreront pas l'IA remplaceront et les médecins qui ne sauront pas le faire. Et ce sera plus fort encore que des médecins aujourd'hui qui ne pourraient pas utiliser Internet pour leur pratique médicale. C'est cette carence à la puissance 10. La santé représente une opportunité très importante en France, où nous avons les connaissances et nous avons des cerveaux qui vraiment sont très forts en IA, pour permettre que cette technologie se développe. Mais ça implique des prérequis en matière de gouvernance et de convergence des plateformes de santé. Et nous allons voir tout à l'heure si le Health Data Hub va intégrer finalement ce que nous espérons, ces concepts de convergence et d'interopérabilité entre les différents acteurs, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, il faut bien le dire. Si la France manque le train de l'IA, elle sera reléguée à un rôle de sous-développement, c'est-à-dire qu'elle va exporter ses intelligences et importer les technologies. Et finalement, c'est par un paradigme culturel modifié que nous pourrons établir la formation des différents utilisateurs pour débusquer les biais méthodologiques et les biais d'information, pour apprivoiser ces sphères de confort et d'inconfort, c'est-à-dire les ergonomies des systèmes, les intégrer, et pour mettre en place une IA, finalement, qui aide, qui n'est pas prédatrice, c'est-à-dire pour éviter de mettre en place une IA hostile. Je vous remercie. Merci.